Bonjour et bienvenue sur Ergomus. Aujourd'hui nous allons continuer la série des tris avec le tri rapide. Après avoir vu le tri fusion, nous avons déjà compris un petit peu comment fonctionne la stratégie de diviser pour régner, c'est-à-dire on se retrouve avec un gros problème qu'on va diviser petit à petit en sous-problèmes, et puis une fois que les sous-problèmes sont résolus, en fait, on remonte à notre problème d'origine. Ici, le principe du tri rapide est un petit peu identique au principe du tri fusion, sauf qu'il ne fonctionne pas exactement pareil. Et ça, nous allons le voir dans cette vidéo. Pour cela, je commence par vous montrer un petit exemple. Donc là, j'ai créé un petit tableau de valeurs, avec quelques valeurs que j'aimerais trier, 11, 39, 9, 2, 8, et ainsi de suite. Souvenez-vous, quand nous avons fait le tri fusion, nous avons en fait pris le parti de diviser simplement le tableau en deux. Là, j'ai combien d'éléments? J'ai 15 éléments, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je prenais en fait les éléments de gauche, les éléments de droite, puis je triais en fait chacun des éléments, et à la fin, je rassemblais les deux parties qui étaient triées. Là, ça va être un petit peu différent sur le tri rapide, on est parti d'un autre constat. On va utiliser la notion de pivot. C'est-à-dire la notion de pivot, c'est une valeur que l'on va définir, et on va essayer de trier les valeurs par rapport à ce pivot. Pour cet exemple, je vais prendre comme pivot la première valeur de mon tableau, qui est 11. Je vais marquer 11 au milieu, et en fait, je vais parcourir mon tableau et indiquer toutes les valeurs qui sont plus petites que 11 dans un tableau de gauche, et toutes les valeurs qui sont plus grandes que 11 dans le tableau de droite. Donc, j'ai 39 qui est plus grand, j'ai 9 qui est plus petit, 2 qui est plus petit, 8 qui est plus petit, 87 qui est plus grand, 92 qui est plus grand, 63 qui est plus grand, 74 plus grand, 6, 5, 69, 63, 33 et 46. Et en fait, on s'aperçoit maintenant que ce premier tri a fait qu'à gauche, on a toutes les valeurs plus petites que 11, au milieu, on a 11, et à droite, on a toutes les valeurs plus grandes que 11. Donc en fait, c'est déjà un petit peu un tri qui a été fait, puisque maintenant, il suffit de relancer un tri rapide sur le tableau ici, et un tri rapide sur le tableau ici, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ces deux tableaux soient triés, puis on les rassemblera avec la valeur 11 pour avoir le tableau trié définitif. On sent bien ici la notion de diviser pour régner, qu'on a là-dedans, puisque, en fait, encore une fois, on fait un premier tri, puis ce sont les sous-parties du tableau qui sont elles-mêmes retriées par le même algorithme, jusqu'à ce qu'on arrive à une solution où on se retrouve avec trois valeurs. Par exemple, on va se retrouver avec un tableau par exemple qui contient 2, 5 et 6. Et à partir du moment où on a trois valeurs, on va dire, eh bien, on prend un pivot, je vais même le mettre comme ça, parce que là il était trié. 5, on va prendre le pivot par exemple 5. Qu'est-ce qui est plus petit que 5? Eh bien 2 est plus petit que 5, 6 est plus grand que 5, et quand on a trois valeurs, on se rend compte qu'on a trié le tableau. Donc quand on arrive à trois valeurs dans le tri rapide, c'est qu'on est arrivé à la dernière itération de notre programme. Et donc, on arrive à la solution, et cette solution sera recomposée avec les autres. Là, on a déjà le 5 et le 6. Parallèlement, quelque chose aura trié, une autre partie de la fonction aura trié le 8 et le 9 qui s'ajouteront, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Pour comprendre un petit peu mieux comment fonctionne l'algorithme de notre tri rapide, nous allons le dérouler un petit peu, et voir comment se fait le tri. Le tri, en fait, est très simple. On va essayer de dégager tout ce qui est inférieur à une valeur pivot, tout ce qui est supérieur à une valeur pivot. Donc un petit peu comme ce qu'on a vu dans le tri à bulles, les valeurs les plus grandes vont petit à petit remonter vers la droite, alors que les petites valeurs vont descendre vers la gauche, successivement. L'algorithme que j'ai choisi d'implémenter en Python aujourd'hui va utiliser comme pivot la dernière valeur du tableau. Vous allez voir que c'est très commode d'utiliser cette valeur pour la valeur de pivot. Donc, ici, la valeur de mon pivot est de 30. C'est la dernière valeur de mon tableau. Je vais la mettre en surbrillance. Non. Je vais la mettre en surbrillance. Voilà. 30 est mon pivot. Je commence le parcours de mon tableau et je fixe aussi un indice pivot qui va me permettre de définir quelle est la limite entre les nombres qui sont plus petits que 30 et les nombres qui sont plus grands que 30.
Là, par exemple, j'ai 11 qui est plus petit que 30. Dans le cas où j'ai une valeur qui est plus petite que mon pivot, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser la valeur que je suis en train de traiter avec l'indice de mon pivot, et je vais augmenter le pivot de 1. Donc là, si j'échange d'indice, en fait, on se rend compte qu'on est au premier indice du tableau. Donc là, en fait, l'échange en fait, est transparent. 11 reste à sa place, et j'augmente la valeur du pivot. Donc mon pivot passe ici. Ensuite, j'ai fini de traiter mon 11, ça veut dire que mon parcours continue à la prochaine valeur. Cette fois-ci, j'ai 39, c'est un cas différent. 39 est plus grand que 30. Donc quand on est dans un cas plus grand que 30, la seule chose que l'on fait, c'est que l'on n'augmente pas la valeur du pivot et on passe à la valeur suivante. On ne fait rien de spécial dans ce cas-là. Ok? Et donc on s'aperçoit très rapidement que là, mon pivot pointe sur la première valeur qui est plus grande que 30 pour l'instant que j'ai traité. Mon parcours se poursuit avec la valeur 9. 9 est plus petit que 30. Donc on a dit que dans ce cas-là, on inversait la valeur courante avec la valeur qui est pointée par le pivot et on augmente le pivot de 1. Ici donc, on remplace 9 et 39. Ces deux valeurs-là, on les échange. Donc 39 devient 9 et 9 devient 39. On augmente le pivot de 1 pour qu'il soit toujours sur la première valeur qui soit plus grande que 30. Et on a fini notre traitement. Donc là, on relibère ces deux valeurs et notre parcours passe à la suite. On est sur la valeur 2. Encore une fois, 2 est plus petit que 30. Donc maintenant, on connaît la logique. On échange les deux valeurs, celle qui est concernée par le parcours et celle qui est concernée, qui est pointée par mon pivot. Donc on remplace 2 par 39, on échange les deux valeurs, et on augmente le pivot de 1. On a fini notre traitement, je repasse les deux valeurs en blanc, c'est terminé. Comme c'est terminé, on passe la variable de parcours à plus 1, on est sur 8, maintenant on a connu la logique, on échange 8 et 39, on augmente le pivot de 1, et notre parcours étant terminé, on passe à la valeur suivante. Cette fois-ci, 87 est plus grand que 30. Donc, il n'y a rien à faire dans ce cas-là. On passe à la valeur suivante. 92 est plus grand que 30. On continue toujours de passer à la valeur suivante. 63 est plus grand que 30 également. On passe à la valeur suivante. 74 est plus grand que 30. On continue. 6. Et là, on va voir, en fait, notre pivot indique toujours la première valeur qui est plus grande que 30. Et on commence à avoir à gauche toutes les valeurs qui sont plus petites que 30. Là, on est arrivé sur 6. Attention, cette fois-ci, 6 est plus petit que 30. Donc là, il y a une modification à faire sur ces deux valeurs. On va changer les valeurs 6 et 39, puisque c'est toujours l'indice du pivot et l'indice du parcours. Donc on modifie 6 et 39. Et on augmente notre pivot de 1 pour qu'il soit toujours sur la première valeur qui est plus grand que 30. Je relibère mes deux cases et je passe à la valeur suivante. Valeur 5, cette fois-ci, toujours plus petite que 30. Donc, là aussi, j'échange les valeurs 87 et 5, qui sont en fait les valeurs toujours pointées par le pivot et la valeur de parcours. Et j'augmente le pivot de 1. Je relibère les deux cases qui sont ici. Je passe à la suivante. 69 est plus grand que 30, je n'ai rien à faire. 63 est plus grand que 30, je n'ai rien à faire. 33 plus grand que 30, je n'ai rien à faire. Et je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas aller au tableau jusqu'au bout. Voilà, j'ai fini avec 30. Donc celui-là, je ne le traite pas. Et donc, en fait, je me rends compte, si je vais justement traiter 30, une fois arrivé à 30, puisque j'ai utilisé j'ai utilisé la dernière valeur de mon tableau comme pivot, à la dernière opération, ce que je vais faire, c'est que je vais échanger la valeur de mon pivot avec la valeur qui se trouve à l'indice où se trouve la démarcation entre les petits et les grands. Vous allez comprendre pourquoi. Donc j'échange mon pivot 30 avec la valeur
qui est désigné par l'indice pivot. Donc j'échange 30 et 92. Et j'ai fini, en fait, mon premier tri. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, en fait, c'est exactement sur le... Je suis vraiment arrivé à l'état que je voulais, c'est-à-dire que je me retrouve avec mon pivot ici, et toutes les valeurs qui sont à gauche sont des valeurs qui sont plus petites que mon pivot, toutes les valeurs qui sont à droite sont des valeurs plus grandes que mon pivot. Et j'ai donc terminé. Donc il me suffit finalement maintenant de fixer 30, de faire la même opération de tri sur cette partie du tableau, de faire la même opération de tri sur cette partie du tableau, et petit à petit, vous allez voir en fait que le tableau trié va se recomposer. Voilà un petit peu le principe, comment fonctionne notre Quicksort. Donc vous avez vu en fait que ce qui est intéressant, c'est déjà la recherche du pivot. Il est toujours plus intéressant de trouver un pivot qui soit à peu près à mi-chemin dans le tableau, mais c'est pas toujours facile. Là j'ai pris arbitrairement toujours la dernière valeur, mais on se rend bien compte que si le tableau avait déjà été trié, ou alors trié complètement dans l'autre sens, j'aurais eu quelque chose de très déséquilibré. J'aurais eu un pivot en première position ou un pivot en dernière position, et tout aurait été plus petit ou plus grand que lui. Donc le choix du pivot est crucial dans l'algorithme du Quicksort, ce qu'il était un petit peu moins dans l'algorithme du tri-fusion, où arbitrairement on coupait juste un tableau en deux. Donc on pourrait se dire à la limite qu'on pourrait chercher un pivot plus efficace. Sauf que le problème, c'est que le Quicksort est un algorithme qui essaye de trier très rapidement, et si on perd du temps à chaque étape à trouver un pivot, si on prend énormément d'étapes à trouver un pivot, en fait on perd un petit peu l'intérêt de l'algorithme, de la rapidité de l'algorithme. C'est pour ça que j'ai décidé, de manière arbitraire en fait, de prendre la dernière valeur du tableau comme pivot. Voyons un petit peu comment graphiquement cela se représente. Je vais donc lancer une représentation graphique de notre algorithme pour qu'on se rende bien compte comment il évolue. Donc là j'ai pris volontairement beaucoup de valeurs. Donc on va voir comment ça se passe. Vous voyez en fait, le pivot a été pris dans la dernière valeur. Les grandes valeurs commencent à remonter vers la droite et les petites redescendent vers la gauche. On retravaille sur le petit tableau de gauche, on retravaille à chaque fois sur des éléments plus petits, jusqu'à arriver à des éléments triés. Donc là, on fait des échanges successifs que j'ai marqués en vert, en fait. Ça va être à chaque fois, on a vu dans le tableau Excel, c'est à chaque fois que j'ai mis les deux valeurs en vert et que je les ai échangées. À chaque fois, pour avoir les valeurs plus grandes vers la droite, les valeurs plus petites vers la gauche. Donc c'est un algorithme qui est assez harmonieux à regarder, en fait, qui ressemble un petit peu au tri à bulles, si on peut le voir comme ça, c'est-à-dire qu'on essaie de remonter les éléments vers le haut, sauf qu'en plus du tri à bulles, celui-ci utilise la stratégie diviser pour régner, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il tombe sur un problème, il le divise en deux sous-problèmes, et chaque sous-problème est lui-même divisé en deux sous-problèmes, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il arrive à une complexité qui est beaucoup meilleure que celle du tri à bulles. Donc là, on voit qu'il a déjà traité une bonne moitié, par échange successif à chaque fois, remonter à chaque fois les grosses valeurs vers la droite, et donc il a encore une petite dernière moitié à faire. Donc là vous voyez, des fois il ramène beaucoup de valeurs, et des fois il ramène très peu de valeurs. En fait ça dépend si le pivot, comment est situé le pivot par rapport à la liste des valeurs. Si le pivot est exactement à peu près une valeur médiane du segment qu'on essaie de trier, on aura à peu près autant de valeurs à droite qu'à gauche. Si par contre le pivot est plus près d'une des bornes, eh bien en fait on va remonter moins de valeurs vers la droite, ou alors on va remonter toutes les valeurs vers la droite. Ça, encore une fois, on rejoint la problématique du choix du bon pivot pour avoir un algorithme optimisé. Mais de toute façon, c'est vraiment sur les pires des cas que le Quicksort ressemble à un algorithme de tri par recherche du min. Dans la plupart des autres cas, ce sera un algorithme qui sera beaucoup plus rapide. Voilà, donc là on a terminé le tri, on voit que tout a été effectué correctement. Essayons de comprendre maintenant comment on peut programmer ce genre d'algorithme en Python. Pour cela, j'ai défini dans mon logiciel Atom une liste d'entiers non triés qui contient 11, 39, 9, 2, 8. Donc vous voyez une liste d'entiers non triés dont le but est d'arriver à la trier. J'affiche dans un premier temps ma liste pour montrer qu'elle est bien non triée, puis je lance un tri rapide dessus, et enfin je réaffiche ma liste une fois triée. Comment fonctionne le tri rapide? On va analyser un petit peu cette fonction. La fonction utilise déjà trois arguments. Elle utilise en premier argument ma liste à trier,
en deuxième argument le début de la liste, et en troisième argument la fin de liste. Pourquoi j'utilise les indices? Eh bien tout simplement parce que mon tri rapide va être utilisé la première fois sur la liste complète, puis va être réutilisé sur des sous-listes. C'est ce qu'on avait vu à ce moment-là. On avait notre liste, dans le premier temps, on avait trié notre liste du début. On avait traité du début à la fin, ici, pour la première exécution. Et puis ensuite, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est, à partir du moment où on a notre pivot qui est fixé et où on a toutes les valeurs inférieures au pivot à gauche et toutes les valeurs supérieures au pivot à droite, on aimerait pouvoir refaire exactement la même chose sur des sous-tableaux qui seraient entre le pivot -1, l'indice du pivot -1, et l'indice du pivot +1, afin. En fait, on veut pouvoir faire d'abord tout le tableau, et ensuite, à partir du moment où on a un pivot qui est fixé, des valeurs plus petites que le pivot et des valeurs plus grandes que le pivot, on veut pouvoir faire indépendamment un tri rapide sur la partie gauche du tableau, sur les petites valeurs, et sur la partie droite du tableau, sur les grandes valeurs. Donc c'est pour ça que c'est très important que les indices soient en paramètres de la fonction. Comme ça, on peut à chaque fois savoir sur quelle partie du tableau on travaille. Donc dans la première exécution, effectivement, j'ai mis des valeurs par défaut pour que le tri rapide puisse être lancé directement sur une liste sans avoir à spécifier les indices. La première exécution, lorsqu'il n'y a pas de valeur pour le début, eh bien j'ai fixé 0 pour début, c'est-à-dire que je commence mon traitement sur le premier argument. Et la valeur de fin, en fait, je la définis dans le programme. La valeur de fin est fixée à la longueur de la liste -1. Comme le tri rapide est une fonction récursive, ce qui est important dans les fonctions récursives, c'est de fixer une condition de fin. À quel moment j'arrête ma récursion? J'ai décidé d'arrêter ma récursion lorsque je n'ai plus la condition, l'indice de fin est supérieur à l'indice de début. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, je vais parcourir mes listes. Par exemple, ici, j'ai une liste de 5 éléments. J'aurai un élément de début qui est à 0, un élément de fin qui est à 4. Ce que je veux éviter, c'est d'avoir début et fin qui sont sur le même indice, ce qui voudrait dire en fait que ma liste ne contient finalement qu'un élément, et lorsque j'ai qu'un seul élément, eh bien ça veut dire que ma liste est triée. Et ça pourrait, ce genre de test peut aussi éviter ce genre de situation chaotique où l'indice de fin serait carrément avant l'indice de début. Donc on est vraiment en fait sur la recherche. Si l'indice de fin est supérieur à l'indice de début, ça veut dire qu'il y a plus d'un seul élément dans le tableau, et c'est-à-dire qu'il y a encore un traitement à faire. Si j'arrive sur une liste qui ne contient plus qu'un élément, eh bien j'ai fini, puisque une liste qui contient qu'un élément est par définition déjà triée. Donc qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Eh bien je vais déjà partitionner mon tableau, c'est-à-dire faire le travail que nous avions fait ici, c'est-à-dire partir d'un tableau entier, récupérer une valeur de pivot replacée au centre. Alors c'est pas au centre du tableau, mais c'est entre les valeurs qui sont plus petites que le pivot et entre les valeurs qui sont plus grandes que le pivot. Donc ça va être la première opération, arriver à ce cas-là, et renvoyer l'indice du pivot. Donc là, on est à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on est à 6. 6, c'est l'indice de mon pivot. C'est sa position dans le tableau. Donc c'est ce que nous renvoyons ici. Partitionner renvoi pivot, qui est l'indice du pivot. Et ensuite, on relance un tri rapide entre le début et pivot -1 sur la même liste. C'est-à-dire que maintenant que j'ai récupéré 6 dans mon pivot, eh bien je vais faire un tri rapide entre le début de la liste et l'indice 5, pivot -1. Et là, j'ai pivot +1 qui est 7. Donc, en fait, je vais faire aussi un tri rapide sur la deuxième partie de ma liste, entre l'indice 7 et l'indice de fin de liste. Voilà ce que je fais. Et donc, deuxième tri rapide également, donc, sur la liste, entre pivot +1, c'est ce qu'on a vu là, et la fin de la liste. Donc, je relance le tri rapide sur les sous-ensembles, qui eux-mêmes vont me générer, qui vont être partitionnés, qui eux-mêmes vont continuer à lancer des tri rapides sur leurs sous-listes, et ainsi de suite.
C'est le principe de la fonction récursive. Il me reste donc à analyser ce que fait ma fonction partitionnée. Ma fonction partitionnée prend elle-même 3 arguments, la liste sur laquelle je travaille, l'indice de début et l'indice de fin. Là aussi, j'ai les indices de début et de fin, exactement pour les mêmes raisons que dans le tri rapide. Ça me permet de relancer la fonction sur des sous-éléments, sur des sous-parties de la liste. En initialisation, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends la valeur du pivot. J'ai décidé dans mon tri rapide de prendre le dernier élément de ma liste, mais ça vous pourriez en prendre un autre, hein, on en a discuté un petit peu avant. Il ne faut juste pas que le traitement de recherche du pivot soit quelque chose de très long et en fait entache la rapidité que pourrait avoir le tri rapide. Donc moi j'ai décidé de faire quelque chose de très rapide, c'est une seule affectation, c'est de prendre le dernier élément de ma liste. C'est le 30 que j'avais ici, que j'ai pris comme valeur de pivot. Mon indice de pivot, je l'initialise au début de ma liste, c'est-à-dire que c'est ce qu'on avait vu ici pendant le parcours, je dis que mon pivot commence à parcourir ma liste depuis le début. Ensuite, j'ai mis en place une boucle qui va parcourir tous les éléments de ma liste. C'est ce qu'on avait vu ici, la ligne parcours, j'avais commencé au premier élément, et le but de ma variable parcours était de parcourir toute ma liste. Donc je compare chaque élément de la liste à la valeur pivot, donc dans mon exemple c'était la valeur 30, et j'essaie de voir si l'élément sur lequel je suis en ce moment est plus petit ou plus grand que 30. Si jamais il est plus petit que 30, eh bien j'échange l'élément avec l'élément qui se trouve à l'indice pivot. C'est ce qu'on avait vu avant, quand je mettais 2 cases en vert pour les échanger, quand la valeur était plus petite. Tout ça, c'est pour que les valeurs plus petites se retrouvent à gauche. Et je n'oublie pas non plus d'augmenter la valeur pivot de 1, puisque je le rappelle que la valeur de pivot doit toujours représenter l'indice du pivot est toujours l'indice qui va séparer toutes les valeurs qui sont inférieures au pivot à la gauche de cet indice et les valeurs qui sont supérieures à ce pivot à la droite de cet indice. Donc si on met des petits éléments à gauche, il ne faut pas oublier de décaler le pivot de 1 aussi. Enfin, à la fin de mon traitement, à partir du moment où j'ai parcouru tout mon tableau, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que je récupère mon pivot qui est à la dernière case de mon tableau, c'est ce que j'ai fait, et que je l'échange avec l'indice du pivot que j'ai trouvé en fin de parcours. C'est-à-dire, c'est l'opération qui va remettre en fait le pivot au milieu de mon tableau. Donc encore une fois, pas au milieu exactement en termes de taille du tableau, mais qui va le remettre entre les éléments qui sont plus petits que lui à sa gauche et les éléments qui sont plus grands que lui à sa droite. C'est ça en fait qui va petit à petit permettre de trier le tableau. Et une fois que j'ai replacé le pivot au bon endroit, eh bien je retourne l'indice de ce pivot, et l'indice de ce pivot va permettre de relancer des tris rapides en utilisant la valeur de ce pivot pour traiter les sous-tableaux de gauche et les sous-tableaux de droite. Essayons de voir si tout fonctionne correctement. Donc je lance un tri rapide là-dessus, et on obtient notre tableau non trié, 11, 39, 9, 2, 8, 87, et ainsi de suite, et on obtient en dessous notre tableau trié, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 33, 39. Ok. Donc tout fonctionne correctement. Donc ce que nous venons de voir avec ces différents algorithmes de tri, c'est que pour résoudre un même problème, en fait, on peut avoir plein d'idées différentes. Et les deux derniers algorithmes que nous avons vus sont peut-être un petit peu les moins intuitifs, je parle du tri fusion et du tri rapide, mais ce sont dans la majorité des cas des tris qui vont aller très très vite. Pourquoi on a cette différence? Eh bien tout simplement grâce à la stratégie diviser pour régner, qui en fait minimise le problème à chaque récursivité de la fonction. C'est-à-dire que vous partez d'un problème qui est très lent, très grand, vous le décomposez petit à petit, jusqu'à avoir des problèmes qui sont vraiment très faciles à résoudre. Le but, la terminaison de notre algorithme récursif est en fait de trier finalement un tableau d'un seul élément, et à partir du moment où on est arrivé à ce stade-là, c'est qu'on n'a rien à faire, et donc on peut remonter petit à petit dans notre algorithme, et s'apercevoir que en fait tout notre tableau est trié.
La grande différence entre le tri fusion et le tri rapide, c'est que le tri fusion est un petit peu plus arbitraire, c'est-à-dire qu'on sépare vraiment le tableau en deux, on trie chaque partie, puis les sous-tableaux sont eux-mêmes divisés en deux, et ainsi de suite, et on a ensuite une fonction de recomposition. Dans le tri rapide, on n'a pas de recomposition. Vous voyez que chaque permutation, en fait, nous rapproche un peu plus de la solution. Et quand on a fini, il n'y a plus de fusion à faire dans ce cas-là. Quand on a fini, en fait, qu'on est descendu au plus bas de notre algorithme, eh bien notre tableau est trié. La seule chose, c'est qu'effectivement, que la rapidité, la rapidité de cet algorithme est vraiment en fonction du choix du pivot. Et le choix du pivot, ça pourrait être quelque chose, ça pourrait faire une vidéo à part entière, mais moi j'ai choisi de faire quelque chose de très simple, parce que finalement, même quand on fait des fonctions compliquées pour trouver un pivot, on n'est pas sûr que dans tous les cas, on trouvera le meilleur pivot possible. Donc voilà, je vous laisse un petit peu avec toutes les stratégies de tri que nous avons vues, pour peut-être les comparer entre elles. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la suite, parce qu'il me reste encore quelques algorithmes de tri à vous montrer.